crois qu'aujourd'hui, après 2 journées passionnantes consacrées à la préhistoire, aux invariants géographiques, climatiques de la Méditerranée, après une journée tout aussi passionnante hier consacrée aux religions et aux sciences en Méditerranée, aujourd'hui, nous allons aborder non pas la permanence, mais l'actualité, mais une actualité qui dure depuis des années. C'est Méditerranée, terre de conflit, Méditerranée entre les risques et l'apaisement, Méditerranée entre la peur et l'espoir, avec que se passe-t-il aujourd'hui et surtout quelle voie, quelle piste sortir pour demain. Donc nous allons avoir 3 tables rondes basées sur ce sujet et la première, qui ne sera pas la moindre, donc les fractures nord-sud et la Méditerranée. Avec, je présente à ma droite, n'y voyez encore une fois aucune connotation politique, Monsieur Paul Clairet, à ma droite, à mon extrême droite, c'est difficile à dire là. Encore une fois, pas de fausse interprétation s'il vous plaît. Membre du bureau des conseils de politique européenne de la Commission européenne, Paul Clairet, économiste et historien, travaillant dans plusieurs instituts universitaires, et il a été depuis 80 dans la fonction publique européenne, et donc il va nous parler du point de vue aussi de l'Union européenne sur les problèmes moyen-orientaux et méditerranéens. Gilles Kepel est un auteur très connu, il est à la fois professeur à l'Institut d'études politiques, il a fait des livres tout à fait remarquables que je vous conseille de lire et que je crois qu'ils sont là, d'ailleurs à la librairie de l'Institut du monde arabe, sur l'islamisme. Le dernier, c'est Fitna, et un collectif également qu'il faut lire, qui est passionnant, sur les idéologues et les théoriciens d'Al-Qaïda. Et Elie Barnavi, qui est ancien ambassadeur d'Israël en France, qu'il a été de 1999 à 2002, qui est professeur à l'Université de Tel Aviv et conseiller scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. Il a lui aussi écrit de nombreux ouvrages, de la politique étrangère du général de Gaulle à l'histoire universelle des Juifs ou les Juifs et le XXe siècle. Donc vous avez 3 personnes qui sont totalement qualifiées, et plus que cela, pour nous parler de ce Moyen-Orient si compliqué, dans lequel certains s'envolés illustrent avec des idées simples. Gilles Kepel, comment peut-on, un peu à grands traits bien sûr, tracer la situation aujourd'hui de ce Moyen-Orient? Peut-être est-ce que, avant de parler du Moyen-Orient lui-même, il faudrait le situer dans le domaine qui nous a été prescrit pour cette réflexion de ce matin, c'est-à-dire les fractures nord-sud. Et rappeler qu'il était une fois le mur de Berlin qui donnait à l'Europe occidentale le sentiment de son identité parce qu'il y avait une frontière concrète à cette identité, une frontière qui était faite pour empêcher les sociétés de l'Est de l'Europe, sous domination communiste, de rejoindre l'Europe occidentale. Le mur de Berlin est tombé en 1989, et aujourd'hui, paradoxalement, on se retrouve avec un autre type de frontière, qui est une frontière nord-sud, mais une frontière beaucoup plus complexe à penser. Cette frontière, on pourrait dire par exemple que c'est celle qui entoure les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, ces barbelés sur lesquels se brisent des vagues d'immigrants venus, d'immigrants potentiels, de candidats à l'immigration, venus des pays subsahariens et qui s'efforcent de passer le détroit de Gibraltar. Cette frontière, on pourrait dire aussi que c'est celle plus mouvante qui s'établit quelque part entre Clichy-sous-Bois et Aubervilliers et qui a vu le mois dernier ces événements de violence urbaine que certains ont appelés des émeutes, qu'elles n'étaient quand même sans doute pas, ou dans l'hyperbole qui caractérise la presse américaine,
une Fallujah sur scène ou une intifada, une troisième intifada des banlieues ou je ne sais quoi, mais qui en tout cas manifeste que, jusque y compris à l'intérieur de nos sociétés aujourd'hui, une forme de clivage nord-sud se manifeste, trace son sillon et d'une certaine façon se traduit dans la réalité politique, se surimpose à ce qui était autrefois le clivage est-ouest qui se traduisait par un clivage droite-gauche. À telle enseigne qu'on a du mal à penser le phénomène qui s'est produit récemment. Je faisais allusion à sa surinterprétation par la presse américaine. Dans les pays arabes d'où je reviens, la couverture des violences urbaines de banlieue a été généralement présentée comme une guerre raciste menée par la France athée et colonialiste contre des musulmans opprimés. Donc là encore, on a une surinterprétation qui nous renvoie à un autre débat franco-français, d'une certaine façon, qui est aujourd'hui en pleine actualité, qui est celui de l'interprétation de l'histoire coloniale, qui est, on est en plein là encore dans une reviviscence de l'histoire nord-sud. Je lisais ce matin au petit déjeuner en une du Figaro que Chirac calme le jeu, juste au-dessus du gros titre qui était Bouteflika, grand pourfendeur de la colonisation, hospitalisé au Val-de-Grâce, l'hôpital militaire français, depuis maintenant plus de 2 semaines. Et là encore, je crois que nous avons une forme de retour de notre refoulé qui se traduit directement à la fois dans notre espace politique, mais aussi dans la façon dont nous concevons notre identité. Si l'on revient très brièvement sur la genèse de ce conflit autour du rôle positif de la France en Afrique du Nord. Vous savez que c'est quelque chose qui a été voté à l'Assemblée sans opposition, qui dans sa formulation rôle positif de la France en Afrique du Nord ne faisait pas allusion, n'utilisait pas le terme de colonisation, mais qui a été interprété comme une apologie rétrospective de la colonisation par un certain nombre d'acteurs, ce qui a du reste été un obstacle à la visite que le ministre de l'Intérieur devait mener dans les départements d'outre-mer suite aux protestations, notamment d'Aimé Césaire. Et je crois que on a là, un peu comme pour les banlieues, si vous voulez, ou un peu comme pour ce qui se passe à Ceuta et Melilla, on a une projection, une irruption de cette fracture nord-sud à l'intérieur de notre débat politique. Et on ne sait pas comment la traiter. Certains, donc le président essaie de calmer le jeu, le Premier ministre dit ce n'est pas au Parlement d'écrire l'histoire, et je pense que l'historien par excellence que nous avons sur ce plateau, même s'il a fait un peu de politique aussi, ne pourra sans doute pas être en désaccord, enfin, j'imagine. L'histoire ne s'écrit pas par décret, évidemment, ni par action législative, mais je crois qu'on a là typiquement des enjeux qui, comme le clivage est-ouest se traduisait en un clivage droite-gauche, si vous voulez, sont en train de remodeler notre identité politique et notre conception de nous-mêmes. Cela dans un contexte où, au fond, on fait face à la fois d'importants déséquilibres et en même temps à des flux incessants. Par rapport à la fracture est-ouest de l'époque socialiste, d'une certaine manière, rien ne passait au-dessus du mur de Berlin ou du rideau de fer, si ce n'est les crachouillis de Radio Free Europe sur les postes à ondes courtes que certains conservaient de l'autre côté, et des samizdat qu'on enroulait dans ces
dans ses chaussettes. Je me souviens, étant fils d'un auteur tchèque qui avait traduit Václav Havel le premier avant qu'il ne soit célèbre, que lorsque nous passions au pays d'une partie de mes ancêtres et que nous traversions la frontière vers la Tchécoslovaquie, ce qui s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie, on essayait de dissimuler sous les tapis de sol ou à travers des journaux de mode des textes qu'on faisait passer tels des gemmes précieux à nos amis de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est plus du tout la peine. Aujourd'hui, au-dessus de la Méditerranée, circulent en temps réel les images, des images du reste qui suscitent des réactions dans des endroits tout à fait différents. Ce qui se passe Clichy-sous-Bois a été vécu à Bab el-Oued au quotidien. L'Internet, également, c'est un truisme évidemment de le dire, fait qu'il n'y a plus d'espace propre à un territoire et à un pays. Dernier point enfin, et c'est peut-être le plus important, les flux migratoires, même s'ils sont contenus par la volonté des États, par les services de police, nourrissent une interpénétration très profonde entre le Nord et le Sud. Une interpénétration parce que, même si en Afrique du Nord, la politique d'arabisation restait jusqu'à une époque récente la loi et la norme, il n'y a jamais eu en nombre absolu autant de francophones au Maghreb que depuis que le Maghreb est indépendant, pour des raisons qui tiennent bien sûr à l'accroissement démographique, mais aussi au fait que, même si on n'enseigne plus en français, on passe une partie de son temps devant les chaînes paraboliques françaises et autres. De même, ce Sud, par le mouvement même de la migration, a eu pour conséquence que les cultures issues du Sud, sous leurs multiples aspects, mais qu'elles soient berbères, qu'elles soient arabes, ou de plus en plus qu'elles se définissent par leur relation avec l'islam, sont aujourd'hui partie prenante du débat politique, du débat social, de l'organisation de nos sociétés au nord de la Méditerranée, que ce soit en France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, en Italie et ailleurs. Donc je crois qu'on a là quelque chose qui est un défi d'une ampleur complètement nouvelle, que pour l'instant nous sommes à peu près incapables de penser. Nos instruments conceptuels, mais aussi nos instruments politiques, vivent encore très largement, à travers leur forme institutionnalisée, dans le monde qui est celui de l'après-Yalta. Et nous n'avons pas su nous adapter pour penser et pour produire quelque chose qui appartienne à l'après 1989 et sans doute moins encore à l'après 2001. Puisque, comme il le paraît, le XXe siècle qui commence en 1914 s'arrête le 9-11, c'est-à-dire le 9 novembre 1989. Le 21e, lui, commence le 11-9, c'est-à-dire le 11 septembre, entre les deux, je ne sais pas ce qu'il y a, 2001, et introduit un univers, des modes de fonctionnement complètement différents, dans lesquels, sous une forme qu'on n'arrive pas encore à définir, il est clair que le clivage nord-sud, la fracture nord-sud, quel que soit ce qu'on appelle le nord et le sud, puisqu'il y a beaucoup de sud dans le nord et beaucoup de nord dans le sud, et à Saint-Tropez on est dans le sud bien sûr, est aujourd'hui un élément structurant. Alors voilà peut-être les quelques mots que je souhaitais dire en introduction, puisque André Berkoff m'avait demandé de ne pas parler plus de 3 minutes, et que donc... Ça en fait 10, ça va, c'est une bonne moyenne. C'est une règle bien connue en France, les promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent. Voilà. Merci Charles Pasqua. C'est pas lui, non, c'est un autre. Paul Clairet, effectivement, non, je crois que Gilles Kepel a tracé un portrait brillant, comme on le sait, mais aussi de cette fracture nord-sud qui a succédé à la fracture est-ouest,
Alors, deux questions. Est-ce que cette fracture nord-sud n'existait-elle pas aussi en même temps et simultanément à cette fracture est-ouest, sauf qu'on la voyait moins? Et deuxièmement, je voudrais demander aux membres du bureau des conseillers de politique européenne, par rapport à ces problèmes de fracture nord-sud, seriez-vous d'accord avec l'essayiste Robert Kagan qui dit que l'Amérique vient de Mars et l'Europe de Vénus? Et c'est pour ça que nous n'avons pas une politique européenne très unifiée en cette matière. Alors, je vais répondre peut-être à la deuxième question en premier. Tout simplement parce que la catégorisation qu'a essayé de faire Kagan, c'est tout simplement pour stigmatiser le fait que les Européens, je dirais, ne conçoivent pas le recours à l'instrument militaire, qu'il soit organisé collectivement ou qu'ils agissent individuellement, et qui ne considèrent plus le recours à l'action militaire comme un recours, je dirais, de première réaction, mais comme plutôt un recours ultime, ou en tous les cas un recours à encadrer par la prévention et puis par la gestion de sortie de crise. On voit bien d'ailleurs combien venir de Mars est dangereux, parce que l'actualité nous montre, en Irak, que s'engager dans une équipée militaire sans savoir comment on va en sortir a un côté hasardeux. Mais je ne veux pas aller plus loin à ce stade. Sur la question nord-sud, la question nord-sud n'a pas été découverte par les Européens après 89. Les Européens, je dirais, se sont intéressés à leur voisinage sud, et pas simplement à leur voisinage méditerranéen sud. Pour des raisons, je dirais, pratiques, pragmatiques, qui contrastent avec, je dirais, les interrogations dont se faisait l'écho Gilles Kepel, qui se réfèrent plus particulièrement, je dirais, à des préoccupations françaises qui sont à la fois des préoccupations identitaires et une conception, je dirais, idéologique du monde et des problèmes du monde. Conception idéologique qui, je le dis au passage, prévient ou constitue un alibi commode pour ne pas affronter directement les problèmes réels qui se posent. Là aussi, je ferme une parenthèse rapide. Je vais me réfugier rapidement dans l'Aventin bruxellois, ou du moins dans ce que certains décrivent comme l'Aventin bruxellois. L'Europe s'est intéressée au Sud tout simplement parce que dès sa construction, dès le traité de Rome, il s'est agi de reprendre à bord et aussi de faire payer par d'autres États membres, les engagements pris par les puissances coloniales de l'époque, qui étaient essentiellement la France et un peu la Belgique, par les autres partenaires européens. Donc c'est comme ça que sont nés, s'agissant de l'Afrique noire subsaharienne, les premiers accords dits de Yaoundé, régissant donc les relations avec l'Afrique subsaharienne. Puis, avec les indépendances et la fin de la guerre d'Algérie, s'est posée la question de comment reprendre à bord les anciennes relations de la puissance coloniale avec les pays du Maghreb. On a commencé par le Maghreb. Et donc ça s'est fait sans le mettre dans le moule commun que l'on avait donné à l'Afrique subsaharienne. Il y a eu toute une série d'accords qui étaient plutôt de coopération, je dirais, technique et financière. Puis progressivement, on a essayé de transformer ces accords avec la Méditerranée, avec les pays méditerranéens, en une politique plus globale. Et puis là-dessus est arrivé ce coup de tonnerre qu'a été la chute du mur de Berlin. Et face à ce coup de tonnerre de la chute du mur de Berlin, il y a eu, notamment du côté français, mais pas exclusivement, que va faire l'Allemagne et comment empêcher que l'Allemagne, d'une part, ne retrouvant ses pleins attributs de puissance, ne puisse être tentée en quelque sorte de s'affranchir des règles européennes. Parce qu'il ne s'agit pas que l'Allemagne fasse ce que nous, Français, faisons quotidiennement vis-à-vis des Européens. Et donc, on a dit, on va faire le traité de Maastricht, et à la politique étrangère et de sécurité commune
que nous demandaient d'établir les Allemands, on a demandé aux Allemands de rentrer dans une discipline commune qui était la monnaie unique, pour qu'ils mettent l'équivalent de notre force de frappe, c'est-à-dire le mark, dans une discipline commune. De la même façon, pour la Méditerranée, on dit qu'il faut éviter qu'il y ait un tropisme à l'est, donc on va transformer toutes ces tentatives successives de politique méditerranéenne en un processus construit. Donc on voit bien là déjà la première faille dans la relation, je dirais, de l'Europe avec le Sud. C'est que ça a toujours été soit un héritage vis-à-vis de l'Afrique, mais un héritage, je dirais, un peu contraint au départ, en tout cas. Monsieur Clairet, vous voulez dire que ça a été plus réactif qu'actif, la politique européenne? Puisque vous le dites, je ne dirais pas le contraire. Soit justement en ajustement ou en complément. Et parce qu'il y avait une deuxième raison aussi pour mettre en place le processus de Barcelone, dont on a fêté les 10 ans il y a très peu de temps, c'était aussi essayer d'encadrer dans un ensemble géographique, géopolitique plus large, les premiers efforts du processus de paix qui venait de démarrer. Et donc, ça a été plutôt en accompagnement et en réaction, pour reprendre votre propos. Ensuite, donc le temps a passé, et puis est arrivée effectivement la question les questions soulevées par les événements du 11 septembre 2001. Et là, on a réagi extrêmement rapidement à deux niveaux. Premier niveau, on a conçu une politique de voisinage. Alors là aussi, on n'a pas pensé spontanément au Sud. La politique de voisinage a été conçue primitivement par rapport à la Russie, puis on s'est dit quand même, l'Est ne se limite pas à la Russie, donc il faut définir dans cette politique globale à laquelle on réfléchit l'Ukraine, le Bélarus, enfin tout notre voisinage oriental. Puis on s'est dit, mais nos voisins, on en a aussi au Sud. Mais ils bénéficient du processus de Barcelone, alors est-ce que ça ne va pas faire double emploi, etc. Puis on a introduit ce nouveau concept de politique de voisinage. C'est quoi la politique de voisinage par rapport à Barcelone? Barcelone a toujours essayé, en tout cas, de créer un sentiment d'appartenance régionale. C'est une gageure compte tenu de l'hétérogénéité du bassin méditerranéen. Sur lequel je ne reviendrai pas parce que j'imagine qu'il y aura des questions plus précises à cet égard. Et donc de créer des solidarités régionales ou subrégionales. La politique de voisinage, c'est un cadre général, mais que l'on applique individuellement aux différents pays du voisinage de l'Europe. Et donc qui finalement les distrait de la logique de coopération régionale, puisque chacun vise à apparaître comme le meilleur partenaire possible de l'Union européenne, et donc faire entrer tous les pays du voisinage de l'Europe, et en particulier ceux du Sud, en concurrence les uns par rapport aux autres. Ça a été le premier élément de réaction après le 11 septembre. Deuxième élément de réaction, ça a été de poser enfin la question du dialogue entre les peuples et les cultures, du nord et du sud de la Méditerranée, certes, mais aussi à l'intérieur de nos pays, puisque nous avons de nouveaux Européens. Personnellement, et au niveau européen, on n'aime pas l'expression immigrés de deuxième ou troisième génération. On considère qu'à partir du moment où les gens venus d'ailleurs, d'où qu'ils viennent, ont la nationalité des différents États membres, ils deviennent des Européens à part entière. Européens de nationalité allemande, de nationalité française, etc., mais peu importe. Et que donc, le problème doit être traité en termes de dialogue entre les cultures. N'oublions pas que d'autres États membres que le nôtre ont, je dirais, par construction, une tradition d'approche multiculturelle des questions, et donc la dimension importée, immigrée, pour reprendre un terme communément admis, ne crée pas une rupture en termes d'approche dans ces États membres. En France, si. Mais pas dans certains de ces États membres. Ce qui explique qu'au niveau de l'Union, justement, on ait mis en place, ça c'était l'un des grands acquis de la présidence Prodi, de la Commission européenne, on a mis en place un groupe des sages
qui a été chargé de réfléchir justement sur comment conduire ce dialogue entre peuple et culture, entre le Nord et le Sud, et à l'intérieur, sur le territoire de l'Union. Ça s'est fait, je dirais, dans un contexte de recherche, d'apaisement. Là-dessus sont arrivés les attentats de Madrid et de Londres. Mais celui qui a été le plus marquant, je dirais, pour une prise de conscience des problèmes de sécurité, ce sont surtout les attentats de Madrid. Peut-être parce que Madrid est plus européen que Londres, je ne sais pas. Et donc, là, on a posé la question du rapport avec le radicalisme religieux. Pas du tout de manière à faire l'amalgame entre, je dirais, les adeptes d'une religion, quelle qu'elle soit, et les actes violents de ceux qui peuvent se réclamer de cette religion, pas du tout. Mais pour étudier les facteurs qui peuvent conduire du radicalisme religieux au radicalisme violent et du radicalisme violent au terrorisme. Et donc, vous voyez comment essayer d'émerger, je dirais, sans vision stratégique, et c'est là où est tout le problème de l'Union européenne, de manière très pragmatique, la tentative de répondre aux différents défis qui se posent dans la relation Nord-Sud, qu'elle soit géographiquement avec l'extérieur de l'Europe ou qu'elle soit en notre sein, par des instruments politico-économiques, ça a été Barcelone et la politique de voisinage, par des instruments de dialogue culturel, ça a été les tentatives que l'on trouve dans le troisième pilier de Barcelone et que l'on trouve aussi à l'issue des travaux de ce groupe des sages dont je parlais avec la création de la fondation Anna Lindh. Mais là aussi, le clivage nord-sud se traduit de manière très claire. Cette fondation Anna Lindh a été conçue pour permettre aux sociétés civiles du nord et du sud de la Méditerranée de dialoguer. Le problème, c'est que nos voisins du sud nous disent la société civile doit passer par des canaux gouvernementaux pour être sûr qu'il n'y ait pas n'importe qui, et que donc, par réaction, je dirais, l'Union européenne a tendance à vouloir éviter que ce ne soit qu'un dialogue de gouvernement à gouvernement à travers cette fondation. Et donc le risque de tout ça est que cette fondation, conçue encore une fois pour permettre le dialogue entre sociétés civiles, n'aboutisse qu'à être une création bureaucratique supplémentaire. Mais ça, c'est un risque qui tient justement à cette fracture nord-sud entre pays démocratiques et pays, je dirais, de traditions différentes, pour ne blesser personne. Merci, Monsieur Clairet. On va évidemment continuer là-dessus et creuser ces propos, notamment sur la politique européenne et ses fractures. Je voudrais donner la parole à Elie Bernavi. Peut-être alors, effectivement, toujours les fractures nord-sud, peut-être un peu plus sur le Moyen-Orient. Elie Bernavi. Eh bien, le conflit israélo-arabe, je préfère me concentrer sur le conflit israélo-palestinien puisque c'est le seul vraiment pertinent, enfin c'est vraiment le cœur du conflit. Pour une dimension, relève aussi de la fracture, de la fameuse fracture nord-sud, puisqu'il met aux prises une société globalement du premier monde, Israël, et une société du tiers-monde. Et j'ai toujours pensé que l'une des difficultés majeures à surmonter le conflit, c'est précisément l'énorme disparité entre les deux sociétés. Il est rare qu'on voit cela de cette façon. Et cela malgré l'intégration évidente d'Israël, de la population, du peuple, de la culture israélienne dans son environnement. Je me suis amusé il y a quelques années à écrire un petit texte pour un colloque à Barcelone que j'ai intitulé « Israël comme modèle méditerranéen » ou comme laboratoire méditerranéen. Et j'ai défendu l'idée que c'est le seul cas que je connaisse en histoire où une société devient ou est devenue méditerranéenne. C'est assez extraordinaire, Israël ayant été fondé
par des Européens venus principalement de l'Europe orientale et centrale, et qui est devenue méditerranéenne en quelque sorte par osmose, par le climat, par la géographie, par des changements considérables dans la composition démographique du pays. Quand j'étais enfant à Tel Aviv, pour donner qu'un exemple parmi d'autres, on avait du mal à trouver du poisson grillé, on trouvait de la carpe farcie. Tel Aviv tournait complètement le dos à la mer. Aujourd'hui, Tel Aviv est devenue une ville parfaitement méditerranéenne, qui ressemble beaucoup au Pirée d'ailleurs. Donc Israël s'est énormément intégré. À un sens, oui, elle a pris des racines culturelles dans la région, mais c'est resté tout de même une société tournée vers le large, une société du premier monde. Et je pense que s'il y a un endroit où cette fracture nord-sud s'exprime de manière tragique dans le conflit, c'est bien là-bas. Mais ce n'est qu'une dimension parmi d'autres, il reste la dimension essentielle, qui est la dimension nationale, évidemment. Alors je voudrais, en quelques mots, dresser le tableau de la situation telle qu'elle me paraît être aujourd'hui, pour voir un peu comment elle pourrait évoluer. Je ne prétends pas jouer les prophètes. Vous savez ce qu'il en arrive quand les historiens se mettent à jouer les prophètes. Hegel disait que l'historien est un prophète du passé, et même ça, c'est assez compliqué. Contestable. Alors, il y a eu, je pense qu'il faut partir du désengagement, qui a été un événement majeur, massif, peut-être moins du point de vue qui nous intéresse ici, qui est celui de la négociation israélo-palestinienne. Ce n'est pas tellement sur cet aspect que le désengagement est important. Désengagement de Gaza. Oui, désengagement de Gaza et du nord de la Cisjordanie, mais plutôt du point de vue de la scène israélienne elle-même. Le désengagement a été une révolution politique. Et là, il s'est passé bien mieux que la plupart des observateurs ne l'imaginaient. Il a été prouvé que l'immense majorité des Israéliens étaient derrière cette mesure. Et surtout, ce qui me paraît déterminant, il a démontré le changement de mentalité qui s'est opéré en Israël depuis longtemps déjà, et que là encore on ignorait, c'est-à-dire où on faisait mine de ne pas le voir. Ce que le désengagement a fait, non seulement il a sanctionné un changement de mentalité, une évolution importante, mais il a fait sauter un verrou. En clair, ce qui s'est passé là-bas peut se passer désormais ailleurs. C'est ça la signification profonde du désengagement. C'est l'idée que ça n'a été vraiment qu'un commencement et que la suite viendra, et cela dans l'acceptation totale de l'immense majorité des Israéliens. Et cela a été, je pense, assez peu apprécié à sa juste valeur. Peu importe de ce que veut Sharon, le gouvernement d'Israël aujourd'hui, ou comment il imagine qu'il va régler le problème plus tard. Ce qui me paraît important, c'est que le désengagement a créé une dynamique, et que cette dynamique sera extraordinairement difficile d'arrêter. Et c'est, si vous voulez, moi je vois ce désengagement, encore une fois, indépendamment de la volonté première du Premier ministre, comme la deuxième grande étape d'Oslo. Et ce processus d'Oslo, que tout le monde s'est empressé d'enterrer avec allégresse, moi je n'ai jamais considéré comme un échec. Ça a été un échec dans les modalités immédiates d'application, évidemment. Mais Oslo aussi a fait sauter un verrou psychologique extrêmement important. Le désengagement se situe dans cette continuation-là. Deuxième élément sur lequel je voudrais dire deux mots, c'est, et d'ailleurs les deux sont assez liés, c'est le formidable Big Bang politique, c'est comme ça que nous l'appelons chez nous, cette espèce de récomposition de la carte politique à laquelle nous venons d'assister,
et qui a vu l'éclatement du parti au pouvoir, l'éclatement du Likoud, avec le départ d'Ariel Sharon, qui entraînait avec lui les éléments les plus raisonnables de ce parti, et a laissé derrière lui une formation qui est en voie de marginalisation rapide et qui est en train de devenir un élément de plus dans l'extrême droite israélienne, laquelle extrême droite annexionniste fait en tout entre 15 et 18% du corps électoral. Donc ça a été considérable aussi, n'est-ce pas, cette espèce de petite révolution politique au sein de la droite, à laquelle correspond une mini-révolution politique à gauche, c'est-à-dire avec l'accession à la tête du Parti travailliste d'un chef syndicaliste, d'Amir Peretz, ce qui a, indépendamment de ses idées, que je laisse de côté pour l'instant, de ses idées politiques, sociales, ce qui a contribué à redonner vie à un corps politique qui était un zombie. Je veux dire, tout le monde parlait à l'étranger du Parti travailliste, sans s'apercevoir que cette chose-là n'existait pratiquement plus. C'était une coquille vide, vassalisée complètement par Sharon, et qui, sous la houlette de Shimon Peres, un autre mythe européen, surtout français, était devenu une quantité non négligeable dans la politique israélienne. Et brusquement, il a suffi donc de l'accession de cet homme pour que les choses changent. Alors, tout cela se passe à l'intérieur de la société israélienne, c'est intéressant. Ce sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, évidemment, pour réenclencher un processus de paix. Si j'ai encore 2 minutes, je dirai un mot sur ce qui se passe de l'autre côté de la barricade. Et en conclusion de cette introduction, un mot pour vous dire à quel point il convient quand même d'être prudent et raisonnablement pessimiste sur les chances que seuls les Palestiniens et Israéliens parviendront à enclencher une négociation utile. Chez les Palestiniens, cette espèce de Big Bang politique ne s'est pas encore produit. Il y a eu un début, évidemment, avec la disparition de Yasser Arafat et l'accession aux affaires de Mahmoud Abbas. Mais la situation politique palestinienne reste désespérée. C'est-à-dire c'est une société atomisée avec une autorité palestinienne qui n'a d'autorité que le nom. C'est-à-dire c'est un pouvoir qui ne gouverne pas. Je ne rentre pas dans les causes de cette affaire-là. Nous verrons ce qui se passera après les élections du 20 janvier, si elles ont bien lieu le 20 janvier, et si une certaine stabilisation du pouvoir palestinien pourra avoir lieu. Afin qu'il y ait, puisque mon cahier de charge de voir un peu les perspectives de la reprise du processus de paix, afin qu'il y ait une reprise intéressante du processus de paix, il faut qu'il y ait donc une classe politique israélienne, un gouvernement qui représente l'opinion et qui soit prêt à aller très loin, parce que ce n'est pas avec les positions de Sharon qu'on fera la paix, la paix ne se fera que sur... on va en parler, je suppose. Et il faut qu'en face, il y ait un pouvoir qui tienne effectivement la société palestinienne, qui reflète lui aussi les aspirations à la paix. Nous n'y sommes pas encore. Et c'est pour ça, et ce sera mon dernier mot, c'est pour ça que je pense que quoi qu'il arrive au sein de nos deux sociétés, je pense que la condition pour qu'une négociation puisse enclencher est encore et toujours une implication lourde, significative de la communauté internationale, en clair des Américains et des Européens. Voilà pour lancer le débat. Merci Elie Bernavi. Je voudrais... Je voudrais demander à Gilles Kepel, justement, on en arrive toujours effectivement que ces fractures nord-sud, on a l'impression, en tout cas vous les avez décrites, chacun de votre côté et de votre point de vue, mais on a l'impression que ces fractures nord-sud, au fond, vous en tirez tous plus ou moins la même conclusion, s'il n'y a pas, Elie Bernavi l'a dit plus clairement pour Israël-Palestine, mais s'il n'y a pas intervention massive de l'extérieur, on a l'impression que pas seulement au Proche-Orient, mais ailleurs, ces choses vont perdurer. Est-ce que c'est votre avis, Gilles Kepel? De l'extérieur, nous en faisons partie de cet extérieur. Tout à fait. Puisque, précisément, on est, par rapport au Sud, de nouveau dans une logique du même.
Et je crois que c'est là que le débat sur le rôle positif, négatif, comme on voudra, de la France prend toute son acuité. Puisque d'une certaine manière, à la période coloniale, le Sud, qui avait été conquis militairement, faisait partie de notre identité, par la force. L'Algérie, c'était des départements français, le Maroc et la Tunisie, des protectorats. La Libye était sous domination italienne, l'Égypte sous contrôle britannique, le Levant ensuite partagé entre Français et Anglais, etc. Avec les indépendances, on a le sentiment que se construit politiquement un clivage qui va édifier de l'altérité. On est désormais dans le domaine de l'autre. On a des passeports algériens, la guerre a été faite pour ne plus être français, passeport tunisien, passeport égyptien. Et puis, avec la fin du XXe siècle, avec le système migratoire, avec la transmission des informations, de la circulation des images, la révolution numérique, finalement, le Sud redevient de l'ordre du même par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il ne nous est plus extérieur. Il y a une interpénétration perpétuelle. Le conflit israélo-palestinien qu'a évoqué Elie, enfin plus qu'évoqué, qu'a traité Elie à l'instant, est un conflit qui, à sa manière, traverse la société française, qui se projette dans la société française d'une façon généralement modifiée par les appartenances des uns ou des autres, la capacité d'écho que ce conflit rencontre à partir de la construction des clivages propres à la société française. On peut le rencontrer aussi en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et ailleurs, mais en France en particulier, puisque la France est le pays européen dans lequel la population d'origine ou de confession juive est la plus importante en Europe, et aussi celui où la population d'origine ou de confession musulmane est également la plus importante en Europe. Donc on est d'une certaine manière la chambre d'écho la plus importante. Mais La plus sonore. Comment ? La plus sonore. Oui, c'est ça. Mais et ce qui est curieux, c'est que nous sommes, et là je rebondis vers ce que disait Paul Clairet tout à l'heure, nous sommes d'une certaine façon incapables d'en tirer une dimension positive ou exemplaire ou paradigmatique. On attend principalement des États-Unis qu'ils s'investissent pour donner le là dans le règlement éventuel du conflit israélo-palestinien. Les États-Unis étant déterminés en politique intérieure par d'autres contraintes que la politique intérieure française, par l'organisation, la structure, le poids du lobby pro-israélien et la faiblesse interne des groupes d'intérêt arabes, si ce n'est à travers d'autres relais qui sont les compagnies pétrolières, etc., mais nettement moins importants, disons, que les appuis dont dispose Israël, alors qu'en France, d'une certaine manière, on dispose d'une représentation relativement, non pas équilibrée, mais dynamique, d'une interpénétration des populations d'origine juives et musulmanes dans la société française, qui, d'une certaine façon, pourrait être sinon un paradigme, du moins un mode de réflexion sur le type de cohabitation possible au Moyen-Orient en général. Or, du fait, comme l'a rappelé Paul Clairet, de la faiblesse non seulement militaire, mais politique de l'Europe, de son incapacité à
à traduire sa réalité sociale en un modèle exportable, nous n'arrivons plus à avoir un effet d'entraînement et sur nos voisins du Sud. Et au fond, je crois que l'une des crises que vit l'Europe aujourd'hui, c'est d'avoir le sentiment d'être simplement un objet passif, un continent policé, dont les villes sont devenues des musées, faiblement peuplés, et dans lequel s'efforcent d'entrer des populations plus démunies venant du Sud, sans que pour autant il y ait un modèle européen auquel on s'identifie et qui fait rêver, dont on a le souhait d'être partie prenante en termes d'imprégnation culturelle et de reprise de ses valeurs, par opposition au modèle américain. Les immigrants qui arrivent aux États-Unis, encore et toujours aujourd'hui, ont envie de faire partie du mainstream américain. On peut, je crois, légitimement s'interroger pour savoir si ceux qui désirent entrer en Europe aujourd'hui à partir du Sud le font parce qu'ils désirent reprendre à leur compte, s'inspirer d'un modèle européen, en être les porteurs, ou au contraire s'ils ne viennent que pour tirer parti d'une situation sans que leur propre rapport au monde se transforme. Et je crois que ça, il y a une sorte une crise d'identité européenne dans le fait qu'elle n'est plus capable de produire comme telle des valeurs identifiables, attractives. Et ça, si on refuse de considérer ce problème, je crois qu'on ne comprend pas la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui et qu'on se prépare à un déclin inexorable. Et or, paradoxalement, cette construction de notre identité, cette projection vers l'avant, bien évidemment, aujourd'hui, parce que la priorité politique de l'Europe, du fait aussi de sa structure changée, de son élargissement à l'Est, fait que cette priorité politique se construit essentiellement vers l'Est, avec l'intégration du nouveau membre, et en fond, en se construisant vers l'Est, on pourrait le dire, regarde vers le passé, puisque on intègre, on absorbe ce qui était l'autre de la coupure d'autrefois qui était causée par le mur de Berlin. Mais ce faisant, parce que de toute façon les budgets ne sont pas extensibles à l'infini, et parce que le poids des nouveaux pays qui sont pays membres, qui votent, veut qu'on s'occupe d'eux et non pas des autres, ce qui est normal, logique dans la structure qui est également, enfin pour le citoyen et contribuable européen lambda, la structure délirante de la prise de décision dans l'Union européenne. Mes collègues ou mes amis hauts fonctionnaires me racontant les réunions à Bruxelles où le ministre ou le représentant sur X sujet de chacun on est 25 maintenant, c'est ça, des 25 pays doit faire un développement à son tour, donc on ne sait plus comment fonctionner. Le processus de prise de décision est complètement paralysé et la machine se nourrit elle-même. Ça va s'arranger dès le 27. Semble-t-il, oui. Il y a une constitution. Mais enfin, ça, parce que ça, c'était fait pour que ça marche, justement. Alors, mais ça, je laisse ce sujet, que je ne connais rien, je le laisse aux spécialistes. Mais revenons aux relations Nord-Sud, s'il vous plaît. Mais précisément, il est là. C'est que on est, on est paralysé par ce phénomène. Je crois on est plombé par cette affaire, et du coup, on est à peu près incapable de penser le Sud comme un atout. On ne le pense pas. On le subit comme une sorte de contrainte que l'on n'ose pas trop nommer. On tâche de s'en prémunir
à travers les barrières, les barbelés, les restrictions à l'immigration, les expulsions, etc. Mais on n'arrive pas à définir une politique, on n'arrive pas à le penser. Or, le Sud, d'une certaine façon, et le Sud de la Méditerranée est indéniablement notre zone de force à l'échelle internationale. Mais nous ne savons pas comment le penser, comment l'intégrer. Alors justement, il y a visiblement fracture, on pourrait dire, à l'intérieur même du concept européen. Je crois que ce n'est pas seulement la fracture nord-sud, mais ce qui est capital, effectivement, c'est comment envisager qu'est-ce que c'est le Sud. Or, c'est vrai qu'il y a ça théoriquement, et c'est vrai qu'il suffit d'aller à Marseille et de voir ce qui se passe entre Marseille et Alger pour voir qu'en tout cas, des relations nord-sud se passent tous les jours et à divers modes. Paul Clairet, que répondez-vous par rapport à cette... Moi, je vais répondre à ce que vient de dire Gilles Kepel, qui réagit, je dirais, peut-être trop exclusivement par rapport à des critères très, très franco-français. Je dirais, au niveau européen, l'Union européenne a l'avantage de ne pas être l'héritière en termes de réaction identitaire, l'héritière des anciennes puissances coloniales. Elle a assuré, je dirais, le suivi des décolonisations, c'est comme ça qu'est née sa relation avec le Sud, c'est dans ce contexte-là en tout cas qu'elle est née, mais elle n'est pas l'héritière. Et donc elle a une vision, je dirais, de l'altérité beaucoup plus simple, beaucoup plus pragmatique et beaucoup moins angoissée que ne peuvent l'avoir certaines anciennes puissances coloniales. Peut-être, certains diront, peut-être un peu déshumanisée et instrumentale, mais elle n'a pas cette vision existentielle de la relation avec le Sud, qu'on peut aussi lui reprocher, si on a envie de reprocher quelque chose. À côté de ça, malheureusement, l'Union européenne n'est pas un acteur politique à part entière sur la scène internationale. Les gouvernements de certains États membres ne l'ont pas voulu et continuent de ne pas le vouloir en dépit des traités sur l'Union européenne successifs, et les citoyens de certains États membres, cette année, n'ont pas voulu qu'on dépasse ce stade, je dirais, du bébé vagissant sur la scène internationale. Et donc il faut faire avec ce qu'on a. Ce qu'on a, justement, revenons sur l'atout. L'atout, l'Union européenne n'est pas l'héritière. Comme elle n'est pas l'héritière, elle peut, je dirais, proposer toute une série d'instruments politiques chargés de gérer, dans le bon sens du terme, la relation entre l'Europe et ce Sud, immédiat ou plus lointain. Je pense à l'Afrique subsaharienne, qui fait partie de ce Sud et à l'égard de laquelle on a une action politique beaucoup plus cohérente qu'à l'égard de la région méditerranéenne, tout simplement parce qu'il n'y a pas ce que j'appellerais le biais transatlantique. Du moins, il n'y a pas encore le biais transatlantique. Et là, je reviens justement sur ce deuxième handicap, c'est que le fait de ne pas être un acteur à part entière, organisé constitutivement, constitutionnellement pour être efficace, fait que, je dirais, aux différences de perception, je dirais, naturelles qui existent entre les États membres à l'égard du reste du monde et à l'égard de son voisinage sud proche, se surajoute ce biais transatlantique. Et ce biais transatlantique conduit trop souvent les Européens à se mettre d'accord sur un plus petit commun dénominateur qui les pousse à être complémentaires ou en appui des initiatives américaines à l'égard de la Méditerranée. Et c'est pour ça que, par exemple, le processus de Barcelone, dont j'ai rappelé les deux moteurs principaux, rééquilibrage par rapport à l'Est et aussi encadrement du processus de paix, dès lors qu'il a perdu tout ou partie de ces deux moteurs extérieurs, n'a plus trouvé la force interne suffisante pour continuer à se développer, je dirais, par sa propre dynamique. Par ailleurs, ce processus de Barcelone a reposé en partie sur un faux semblant. Dans ce faux semblant, il y a l'idée notamment qu'en 2010, on pourra avoir une zone de libre-échange
euro-méditerranéenne. Celle-ci s'appuyant sur un ensemble d'États plus ou moins démocratiques. On a calqué au sud d'une certaine manière les exigences que l'on faisait à l'égard des candidats à l'adhésion de l'Est, en faisant l'amalgame, je dirais, démocratie, économie de marché. Ce qui a à peu près marché, je dirais, à l'Est, du moins pour les nouveaux États membres, beaucoup moins pour ceux qui continuent d'être candidats, on le voit bien, n'a pas marché du tout vis-à-vis du Sud. Et pas simplement pour des raisons d'inégalité de développement économique, parce qu'après tout, comme l'a rappelé Gilles, il y a du Nord au Sud en termes de richesse, mais aussi parce que la société civile, la société démocratique, etc., connaissent, je dirais, des développements différenciés. Et de ce fait, eh bien, on a pensé là l'autre du Sud au niveau européen comme un autre qui nous ressemble, au nom justement de ces idéaux européens qui sont beaucoup plus pratiqués d'ailleurs au niveau européen qu'au niveau de certains États membres, que justement il y a une égalité de traitement qui s'impose à tous et qui en tous les cas s'impose à nous Européens de traiter tous nos partenaires ou du moins d'essayer de les traiter de la même façon. Or ça ne marche pas, ça n'a pas marché. D'où le recours, je l'ai dit, à cette politique de voisinage qui est en quelque sorte marque le constat réaliste. Finalement, on ne peut pas demander à tous en même temps de faire les mêmes progrès et surtout des progrès qui les rapprochent de nous, d'une certaine manière, en termes de valeurs. Être sur les mêmes valeurs. Ça, c'est le mot valeur. Et ça, je dirais, les Européens n'ont pas de vision stratégique. C'est vrai, pour les raisons que j'indiquais. Ils ne sont pas un acteur et il y a un biais transatlantique. Mais il y a un des moteurs qui est extrêmement important dans leur action extérieure, c'est le terme de valeur, et pas simplement d'intérêt. Mais la différence avec leurs partenaires américains, c'est que les Européens, même s'ils sont maladroits quelquefois, se veulent un exemple et non pas un modèle. Et là, je rebondis sur ce que disait Gilles Kepel. C'est vrai que, je dirais, ceux qui viennent sur le territoire européen n'ont pas envie de devenir, non pas européens, même si la citoyenneté européenne existe dans les textes, elle n'existe pas encore dans les esprits et dans les cœurs des individus, mais de devenir allemands, français ou autres. Pourquoi ? Parce que nos sociétés ne sont pas des sociétés dynamiques. Ce n'est pas une question, je dirais, de rapport par rapport à l'autre. Quand on va aux États-Unis, on a l'impression que le monde s'ouvre à vous, que toutes les possibilités s'ouvrent à vous. Quand on arrive au Royaume-Uni, qui est un État européen, mais pas comme les autres de ce point de vue-là, quelqu'un qui débarque au Royaume-Uni a l'impression aussi qu'il a ses chances. Quelqu'un qui débarque en France n'a pas l'impression qu'il a ses chances. Donc ça ne donne pas envie, je dirais, de faire en sorte d'adopter tout ou partie des valeurs de ce modèle français. Et c'est pour ça que du côté européen, quand on parle des questions de migration, on dit, bon, arrêtons de faire l'ange. Étudions la migration désormais comme un outil à la fois de revivification démographique de notre continent et comme un outil de redynamisation économique de notre continent, qui est un continent de vieux. En tous les cas, dans certains États membres, c'est déjà le cas. Dans d'autres États membres, c'est simplement un continent vieillissant, je dirais. Et on l'aborde de manière pragmatique, un peu à l'américaine. Pourquoi peut-on le faire ? Parce qu'on est débarrassé de ces sentiments de culpabilité liés à la colonisation, comme peuvent l'être certains États membres. Et puis parce que, tout simplement, on se dit, pour une fois, faisons comme les Américains, parce que les Américains ne laissent pas rentrer, j'allais dire, n'importe qui sur leur territoire, même s'il y a beaucoup d'immigration clandestine. Ils ont une politique où ils choisissent, en quelque sorte, les immigrés qu'ils veulent voir entrer prioritairement sur leur territoire. Et je crois que ça aussi,
le refus de poser les questions en termes simples, en termes dépassionnés dans ce domaine de la migration, relève d'une immense hypocrisie que l'on observe plus dans certains États membres que dans d'autres, et notamment dans les États membres du Sud qui ont eu un passé colonial. Pourquoi ne pas dire « lui c'est lui, moi c'est moi », nous devons avoir des aspirations communes, mais nous devons reconnaître que nous n'avons pas, en tous les cas pas en permanence, des intérêts identiques. Moyennant quoi, en matière de migration, qui est une interface, qui crée les conditions d'un interface quotidien, humain, permanent, non seulement entre les peuples, mais entre les individus dans nos villes et dans nos banlieues, de faire en sorte que les uns et les autres se sachent apprécier pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils apportent. C'est ça la condition d'une coexistence à la fois nord-sud géopolitique et nord-sud sur le plan humain. Merci, je suis désolé, c'est absolument passionnant, je suis désolé d'avoir à abréger cela parce qu'il y a des questions dans le public, mais malheureusement nous avons un horaire qui nous contraint. Je ne sais pas, Elie Barnaby voulait intervenir rapidement? Oui, très brièvement, juste pour rendre la vie de Paul Claret un peu plus difficile. Il y a environ 11 millions de clandestins aux États-Unis, je ne parle pas des immigrés, une masse énorme. Et je pense que le problème entre la vieille Europe, avec ou sans guillemets, et les États-Unis, du point de vue de la capacité d'intégration, ce n'est pas tellement l'économie. C'est la manière dont les Américains se conçoivent eux-mêmes. Ce qui fait défaut en France ou dans d'autres pays, c'est cette confiance en soi-même, cet amour de soi-même en quelque sorte, qui permet de s'ouvrir aux autres. Les Américains ont ça. Il y a un patriotisme américain. Ils disent, rejoignez-nous, soyez des nôtres, vous serez américains comme nous. Vous serez fiers de cette bannière étoilée. Si vous tenez ce langage en France, on vous traite de liberlu. La vieille Europe est une société post-nationale, avec ses avantages et ses inconvénients, mais c'est une société post-nationale. Le problème est là. Alors quand vous voulez bâtir ensemble une Europe significative, avec des sociétés post-nationales, vous trouvez que vous avez beaucoup de mal. Le problème n'est pas un surcroît de nations qui fait problème pour faire l'Europe, mais un défaut de nations. Moi, j'ai eu une discussion hallucinante avec j'ai même publié quelque part, avec un très haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, à qui je disais qu'il tapait un peu sur les Américains, c'est qu'il y a quand même le sport national au Quai d'Orsay. Je disais, mais écoutez, laissez les Américains tranquilles, c'est à vous qu'il faut vous prendre. La puissance américaine, comme toute puissance, tend à occuper tout l'espace qu'on lui laisse occuper. C'est la nature politique à horreur du vide. Tant qu'elle ne trouvera pas en face d'elle une puissance européenne équivalente qui puisse collaborer avec elle dans une espèce d'antagonisme fructueux et amical, ils seront l'unique hyperpuissance, c'est comme ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, nous, les Européens, nous ne sommes plus dans une logique de puissance, nous sommes dans une logique de valeur. De valeur. J'ai dit, bon, je veux bien, tout ça c'est très sympathique. Admettons même que vous ayez des valeurs complètement différentes des valeurs américaines. Je demande à voir. Comment diable allez-vous les défendre si vous n'avez pas un peu de puissance, si vous n'avez pas une armée commune, une diplomatie cohérente, quelque chose qui puisse faire pièce? Il m'a dit tout ça, c'est du passé. Il faut en sortir. Et c'est là que Kagan a raison, malgré ses outrances. Kagan a raison de dire que lorsque les Européens s'imaginent que l'espace de paix qu'ils ont construit chez eux, et ce qui est vrai, vous, Européens, vous avez réussi à créer un peu l'utopie kantienne. C'est vrai que c'est un espace de paix. Mais si vous imaginez qu'en dehors, c'est toujours Kant, et ce n'est pas un monde hobbesien, vous vous trompez. Et contre ce monde hobbesien, il faut savoir se défendre, ne serait-ce que pour pouvoir l'amadouer, que pour pouvoir ensuite ouvrir ses frontières, être généreux, créer un rapport équilibré entre le Nord et le Sud. Tant que vous ne croyez pas en vous-même et que vous êtes incapable de créer un outil politique et militaire capable de peser dans ce monde,
qui n'est pas un monde kantien, encore une fois, vous êtes condamné à l'impuissance. Et tous les discours anti-américains ne vous serviront à rien. On ne fait pas... Les États-Unis ne sont pas un candidat assez sérieux pour constituer cet ennemi contre lequel vous puissiez faire une unité. Il faut chercher ailleurs. Je sais bien que c'est celui qu'il y a, mais il n'est pas convaincant. Et je pense que c'est là que le bas blesse. Le bas blesse là, un défaut de cuirasse identitaire, culturel, de valeurs précisément. On parle beaucoup de valeurs, mais encore faut-il pouvoir les défendre. Et qui lui aussi, pèse terriblement sur le processus de prise de décision, ça vous l'avez dit. Mais ce n'est pas parce que le mécanisme constitutionnel est défaillant. Il est défaillant parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour le rendre moins défaillant. Voilà le véritable problème. Merci. Et moi, si vous me permettez une dernière phrase, moi je suis aux premières loges pour déplorer cela parce que je suis demandeur. Moi qui suis au port de l'Europe, je suis demandeur d'une Europe puissante, non pas qu'il fasse pièce aux États-Unis, ce n'est pas le problème, mais pour diriger un peu les géants américains qui parfois se comportent de manière complètement désaxée parce qu'il est seul. Je suis demandeur d'une Europe puissante et je demande quand vous serez capable de m'en offrir une. Merci à tous. Merci à tous. Y a-t-il des questions dans le public? Nous avons très peu de temps, mais qu'attend pour la question M. Pernaut, Jean-François Pernaut? Je pense qu'en fin de compte, nous n'avons pas encore fait notre purification idéologique en Europe, et surtout nous Français, nous avons le syndrome que j'appellerais byzantin. Nous pensons que nous avons une société terminée, avec un modèle terminé. C'est ce qui s'est passé avec Byzance, et au bout de 1000 ans, Byzance, quand on n'a que 10 doigts, et qu'il y a 12 trous dans la coque du bateau, le bateau par définition ne peut que sombrer. On bouche, mais on n'a pas de perspective. Et du même coup, vous voyez le terme, puisqu'on parlait des problèmes de banlieue, le terme qui a fait choc également pour moi, c'est qu'il reste toujours la vieille idée de la croisade et qui a un petit côté Godefroy de Bouillon dans certaines têtes françaises, et que d'autre part, aux États-Unis, on a utilisé ce terme, ce qui fait que par un crossing over, il y a un espèce de problème grave qui fait que les Occidentaux reçoivent plus ou moins ce terme de croisée. Ce qui fait que ces problèmes méditerranéens qui ont été l'opposition entre l'ouest du bassin de la Méditerranée et l'ensemble byzantin se trouvent transposés dans un schéma qui est donc du rapport nord-sud et en plus avec l'extérieur, ce que Byzance n'a pas réglé non plus. Donc il y a des purifications à faire dans notre pensée et de sortir de concepts que l'on ne veut pas, c'est tous ces implicites qu'on n'arrive pas à exprimer. Merci Jean-François Pernaut. Je crois qu'il y avait aussi une autre intervention derrière. Oui, madame. Mais d'abord, monsieur, je vous en prie. Oui, Alain Pierret. Alors, plus que des interrogations, ce sont des commentaires que j'aimerais faire. Et m'adressant à monsieur Clairet, vous avez parlé de la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune. Je crois que on n'en parle pas beaucoup actuellement et Elie Barnavi vient d'y répondre assez largement. Il n'y a pas de politique étrangère et de sécurité commune européenne. Je ne suis pas sûr que ce soit l'élargissement qui y ait contribué au demeurant. Mais on a vu ces dernières années des votes aux Nations Unies où la France soutenait une résolution, l'Italie s'abstenait, l'Espagne ou l'Angleterre et l'Allemagne votaient contre. Il y a eu aussi l'affaire des Balkans, lorsque la France, pardonnez-moi monsieur le cardinal, lorsque la France s'en prenait au Vatican à propos de la reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie, de peur de s'en prendre à l'Allemagne qui avait poussé le mouvement. Donc, ceci, malheureusement, n'existe pas et nous en sommes bien convaincus. Je me souviens, Elie, que lorsque tu étais venu présenter l'initiative de Genève, tu avais dit la France en fait moins que l'Arabie Saoudite, ce qui, pour moi, n'était pas évidemment très sympathique à entendre. Je suis heureux d'entendre qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus ouvert sur la politique française. Mais là encore, c'est peut-être parce que nous avons constaté un élément extérieur, c'est la mort d'Arafat qui fait que pendant 30 ans, nous avons soutenu
les miséreux, les gens qui souffraient de l'occupation israélienne. C'est une affaire entendue. Mais quand on veut intervenir, quand on veut jouer un rôle, il faut avoir de bonnes relations avec les deux parties, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Je me souviens que aussi bien François Mitterrand avait refusé de recevoir Yitzhak Rabin, venu à Paris en juin 89, et que Jacques Chirac n'a reçu finalement Sharon que justement après la mort d'Arafat. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Mon dernier propos, c'est pour M. Keppel qui a parlé de cette projection du conflit israélo-arabe sur la France. Eh bien, justement, à force de diaboliser l'une des deux parties, parce qu'il était naturel de soutenir l'autre, mais on a tellement diabolisé la partie israélienne qu'il y a eu un effet boomerang sur les banlieues à cet égard-là, tout au moins. Je vous remercie. Bien, avant de que il y a d'autres questions, madame, je crois. Je voulais vous dire que j'assiste à ces mystères depuis leur début. Donc je suis absolument ravie d'être avec vous. Je remercie monsieur le député maire, ses collaborateurs et tous ceux qui participent à nous donner vraiment ce plaisir. Et alors, ma question est certainement très très naïve. Je l'adresse à monsieur Barnaby. J'ai lu un livre merveilleux qui s'appelle « Une femme égyptienne ». Et dans sa famille, il y avait plusieurs religions très 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 tolérées et acceptées. Monsieur El Sadat est allé tendre la main pour la paix. Comment se fait-il que ces actions ne se poursuivent pas? Peut-être que nous l'ignorons. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question. Merci, madame. D'avance, je vous en remercie beaucoup. Merci, madame. Y a-t-il une autre question? Et après, je donnerai la parole à nos participants. Monsieur. S'il vous plaît, oui. Voilà, j'ai entre les mains un livre de Jean-François Richard, le vice-président de la Banque mondiale, 20 défis pour la planète, 20 ans pour les réaliser. Je ne sais pas, ce livre doit être assez connu par nos amis, les intervenants. Nous avons un graphique qui nous montre que... Mais gardez votre micro. Oui, que l'économie mondiale a une ascendance, une évolution dans ce sens. L'évolution de la démographie, de la même chose. Et vous avez les institutions humaines qui sont presque au ras du sol. Elles montent un tout petit peu. Alors, je crois que pour faire... je suppose que ce livre est assez connu quand même. C'est quand même le vice-président de la Banque mondiale qui l'a fait, qui, de son point de vue, nous avons 20 ans pour réaliser des institutions humaines qui correspondent aux problèmes du monde et non pas... Il faudrait que les nations se mettent ensemble pour travailler à ces institutions. Sans ça, je crois qu'on ne s'en sortira pas. C'est ça le gros problème pour nos générations futures. Merci, monsieur. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Non, non, mais de toute façon, vous nous en avez parlé. Ceux qui ne le connaissent pas s'empresseront de le connaître. Je voudrais très rapidement, malheureusement, demander à nos trois participants, à Heidi Barnaby, à Gilles Keppel et à Paul Clairet, de nous dire au fond, par rapport à cela, bon, sans dire les moyens d'en sortir, mais disons quels sont pour vous peut-être les choses les plus urgentes et les plus faisables. Évidemment, il ne s'agit pas de l'utopie, on la connaît, mais le réalisme en essayant d'être utopiste, mais surtout réaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il convient de faire relativement rapidement? Elie Barnaby. Bon, il n'y a pas de solution au pluriel global pour l'ensemble des problèmes. Pour les deux problèmes qui nous ont occupés, surtout sur le plan pour nos problèmes à nous, israélo-palestinien, ce qui est urgent de faire, c'est d'abord reconnaître immédiatement, on a tout un plan pour ça, je ne peux pas rentrer dans les détails, et reconnaître immédiatement un État palestinien dans les frontières actuelles, et envoyer une task force considérable, civile et militaire, pour aider l'autorité palestinienne à se refaire une santé. Délimiter cela dans le temps de manière stricte et décider qu'au bout de 2 ou 3 ans, une fois que cette autorité palestinienne sera reconstituée, on négociera dans un délai imparti un traité de paix définitif. Nous n'avons pas besoin, je le répète,
à l'envie. Nous n'avons pas besoin d'une solution de paix imposée, ça nous savons faire. Nous avons besoin d'un cadre de négociation imposé, et ça c'est le boulot du quartet, c'est-à-dire d'abord des Américains et des Européens. Sur le plan intérieur de la France, si vous permettez, à l'étranger que je suis, un mot. Moi, j'ai suivi cette trouble dans les banlieues françaises avec angoisse, et ça m'a remis en mémoire mon tour de France en tant qu'ambassadeur. J'ai beaucoup voyagé dans ce pays et j'ai beaucoup fréquenté les maires et les préfets. Et donc j'ai eu une espèce de tableau assez pessimiste d'ailleurs. Quand vous parlez avec les hommes et les femmes qui sont payés pour savoir ce qui se passe, leur tonalité est plutôt pessimiste. Et je pense que ce qu'il faut faire, mais ça ne se décrète pas, c'est recommencer à être ce que la France a toujours été, une formidable machine à intégrer par le broyage des identités des étrangers. C'est comme ça que la France est faite. Il n'y a que deux modèles au monde d'intégration réussie, différents, les États-Unis et la France. Les États-Unis, ça fonctionne encore. Le moteur français de l'intégration est grippé. Or, pour le réactiver, il faut assumer l'ensemble de son passé, il faut cesser de s'autoflageller, il faut regarder en face l'avenir, il faut retrouver la fraternité par se rabibocher avec soi-même. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses concrètes à faire. Par exemple, briser les ghettos, empêcher qu'il y ait des classes homogènes de petits nord-africains, africains. Il faut retrouver le chemin de l'alliance sociale. Et ça, c'est un mélange d'actions psychologiques, politiques et éducatives. Je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir. Merci Elie Bernavi. Gilles Kepel. Je vais prendre la suite de ce que vient de dire Elie Bernavi, cette fois-ci en mettant mon chapeau institutionnel, c'est-à-dire de professeur à Sciences Po. Il me semble effectivement que l'une des tâches les plus importantes, les plus urgentes, c'est d'investir dans la nouvelle génération, puisque c'est là que peut se reconstituer, comment dire, une attractivité des valeurs. Et en vous écoutant, Elie, d'une certaine manière, c'est ce qu'à Sciences Po nous essayons de faire. Et c'est à la fois dans la dimension de destruction de la fatalité du ghetto, avec les actions que le directeur Richard Descoings et son équipe ont entrepris par le biais des conventions d'éducation prioritaire, qui font qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le modèle Sciences Po est devenu ce que tout le monde s'arrache, à droite comme à gauche. On l'a bien vu à la suite des incidents dans les banlieues, où finalement on a le sentiment que retrouver une façon de construire l'ascenseur social qui permet ce brassage des populations, plutôt que le broyage. Le broyage, c'est un peu difficile à dire, mais le brassage des populations et la machine à intégrer, qui est une machine sociale aussi, qui n'est pas simplement une histoire culturelle. Il s'agit de, si on abandonne une partie de son identité pour une autre, c'est parce qu'on y a un intérêt, et un intérêt dans l'ascension sociale. Ça, je crois que c'est une dimension importante. Et puis aussi, par rapport au Sud qui est en dehors des frontières, c'est ce que nous faisons aussi à travers le premier cycle Moyen-Orient-Méditerranée qu'on vient d'ouvrir à Menton depuis cette année, où nous nous efforçons de former ensemble les jeunes élites ou les futures élites venues du Maghreb, du Moyen-Orient, du Golfe, avec des jeunes à fort potentiel et qui s'intéressent au Sud venus de l'Europe, dans le cadre donc du cursus de Sciences Po, pour qu'ils construisent l'identité partagée de demain. Et je crois que là, on est il y a un vrai enjeu par-delà les... Un vrai modèle aussi. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, mais en tout cas, je crois que c'est celui-là ou d'autres, mais je pense qu'il est très important de regarder aujourd'hui, d'investir dans l'éducation. Et ça, c'est une clé absolue, et d'une certaine façon, c'est un atout que nous avons, que nous ne savons pas encore suffisamment comment valoriser. Mais moi, je reste indécrotablement
optimiste, un optimiste attentif, un optimiste à qui on ne la fait pas, si j'ose dire. Un optimiste non dupe, comme on disait autrefois, mais optimiste quand même. Très bien, merci Gilles Kepel. Mais n'oubliez pas que les noms du père. Merci. Paul Clairet. Moi, je vais m'inscrire dans cette même veine d'optimisme que Gilles Kepel, en rappelant que justement, s'il s'agit de mettre l'accent sur certaines actions et initiatives à court terme, ce serait justement de mettre l'accent sur l'éducation partagée. Et c'est ce à quoi on s'emploie, d'abord, je dirais, en élargissant le programme Erasmus au reste du monde, c'est Erasmus Mundi ou Erasmus World, pour plusieurs raisons. D'une part, pour permettre qu'à l'échange entre étudiants européens, entre eux, ce qui est déjà un premier pas, et je dirais les résultats du 29 mai ont montré que c'est un tout petit pas, est nécessaire, mais il faut désormais que les étudiants du reste du monde viennent rencontrer ces étudiants européens en train de se rencontrer eux-mêmes, et notamment les étudiants de notre voisinage sud. C'est important, pas simplement pour des raisons, je dirais, pratiques, concrètes, mais c'est important aussi pour découvrir en même temps, ensemble, ce qui les rassemble et les points pour lesquels ils peuvent élaborer plus tard des éléments de convergence. Parce qu'eux sont définitivement débarrassés de l'héritage du passé, puisqu'ils le font non pas dans un cadre d'échange entre nations, mais d'échange entre nations et un ensemble qui n'est, j'insiste et j'y reviens, qui n'est pas l'héritier, je dirais, du passé colonial de certains de ses membres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et c'est pour ça qu'il y a toute une série de, je dirais, de programmes qui ont été développés au niveau de l'Union, c'est justement le décloisonnement de certains programmes et aussi des échanges scolaires à l'intérieur des États membres, de manière, je dirais, c'est pas le positive busing de nos amis américains, mais ça pourrait y ressembler si c'était un petit peu plus généralisé, et puis aussi des échanges entre établissements de différentes natures entre les États membres. Mais tout ça, me dira-t-on, ce n'est que du bricolage. C'est vrai, mais pour aller plus loin, encore faut-il, je dirais, que les États membres, tous ensemble, dans le cadre des institutions européennes, et là je rejoins Elie Barnavi, et la vraie volonté politique de faire quelque chose, et non pas d'adopter quelques actions et quelques programmes, et ensuite de se dire on a fait quelque chose, maintenant on a la conscience tranquille, on pourra dire qu'on a commencé quelque chose. Ça, effectivement, ce n'est pas la solution. Et je terminerai en disant que pour un ensemble comme l'Union européenne, dialoguer avec le reste du monde, c'est vrai, suppose qu'on sache qui on est, ce qu'on est en tant qu'Union européenne, ce qu'on est en tant que citoyen européen de nationalité française, allemande, etc. Or, on n'en est pas là. Et on n'en est pas là, et je crains même qu'on soit dans un entre-deux qui est un nulle part, d'une certaine manière. Parce que l'identité européenne ne peut pas se construire sur les décombres des identités nationales. Ça n'a jamais été son objectif, ça n'a jamais été sa perspective. Tout le problème, c'est que dans cet ensemble européen, même déjà à 15, mais à 25, c'est encore plus marqué, vous avez des États membres qui ont une identité nationale forte, même s'ils ont des interrogations. Je pense à nos amis britanniques. Vous avez des États membres qui ont des identités nationales qui sont en train de se réapproprier, et donc qui ne sont pas encore tout à fait au clair. Je pense aux nouveaux États membres qui viennent il n'y a pas si longtemps au regard de l'histoire, de se libérer du joug soviétique. Et puis vous avez des États membres, comme la France, qui ne sait pas où elle en est. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave que dans un pays où on ne sait pas célébrer les éléments structurants de sa société, je pense à la loi de séparation, ou bien les éléments, je dirais, glorifiants, mais glorifiants au regard des critères historiques de l'époque, pas au regard d'une lecture moderne
qui est un contresens que l'on lit, je dirais, en permanence dans nos journaux, qu'a pu être la bataille d'Austerlitz. Je dirais, un État membre, une nation qui ne sait pas, qui ne sait plus très bien quels sont ses points de repère, il est évident qu'elle ne peut avoir peur qu'avoir peur d'une aventure, même partagée, même solidaire, avec d'autres États membres, qu'est le projet de construction européenne. Et donc, dans ces conditions, quand on ne sait plus très bien qui on est et qu'on ne sait pas très bien qui on veut être avec d'autres, il est évident que définir sa relation avec l'autre, que cet autre soit du sud, du nord ou de l'ouest, devient un exercice extrêmement périlleux, qui conduit à se réfugier, je dirais, dans des rodomontades, ou dans des propos comme ceux des hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay que citait l'ambassadeur Barnaby, qui consistent à être un peu comme le renard face au raisin de la fable de La Fontaine, puisque nous ne pouvons pas atteindre le raisin, eh bien, parlons-nous de la vertu. Et au moins, nous pourrons donner du sens à notre perte de sens. Nous serons angéliques. Merci, Paul Claret. Voilà. Je crois que on peut effectivement l'applaudir. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous avez eu un aperçu fort, rapide, hélas, mais très fort de ce qui se passe en ce moment dans ce Sud. Dans un quart d'heure, très exactement, nous reprenons avec les risques et la sécurité en Méditerranée. Merci et à tout de suite.